Donc, bonjour à toutes et tous. Bienvenue à ce webinaire Une heure pour comprendre et agir, dédié à la présentation des résultats de la mise à jour de l'indice Région Vivante. Donc, je suis Corinne Dragon et j'ai en charge l'Observatoire régional de la biodiversité à la RBE. Et je suis en compagnie de Thomas Galewski, chargé de recherche, coordinateur du thème Interface Sciences-Société à la Tour du Valat. Donc, merci d'être présent. On est une soixantaine d'inscrits pour le moment. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous représenter l'agence en quelques mots. Alors, la RBE, l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement, c'est une agence publique régionale qui est relativement jeune, qui a 44 ans et dont la mission principale est de mobiliser tous les acteurs et accompagner les territoires dans la transition écologique et la préservation de la biodiversité. Donc, on a 4 grands champs d'intervention: l'accompagnement des collectivités dans leur démarche, via du conseil, des formations, des labels, l'information et la formation des acteurs aux enjeux de la biodiversité, de la transition écologique, notamment via le BiodiV Tour, l'amélioration et la valorisation des connaissances sur la biodiversité et l'environnement, notamment au travers de l'Observatoire régional de la biodiversité ou encore de l'Observatoire régional de l'eau et des milieux aquatiques. Et enfin, l'animation de réseaux de gestionnaires, notamment le réseau régional des gestionnaires d'espaces naturels. Donc, ce webinaire, il s'inscrit c'est le dernier webinaire de ce premier semestre. Vous avez à l'écran les sujets des webinaires des mois passés. Ils sont tous accessibles sur le site de la RBE, donc n'hésitez pas si les sujets vous inspirent. Et puis, pour le webinaire d'aujourd'hui, on va intervenir en duo avec Thomas. Dans un premier temps, je vais vous redresser un bref panorama un peu chiffré sur la biodiversité en région. J'évoquerai également le contexte de calcul de cet indice Région Vivante. Puis Thomas vous donnera les informations de base, d'où vient cet indice, comment il est calculé. Et ensuite, on enchaînera sur les résultats. Alors oui, quelques consignes. Vous l'avez constaté, vos micros sont coupés. Néanmoins, vous pouvez réagir et poser vos questions à partir de l'onglet questions-réponses. Et c'est Pauline Jean qui est à mes côtés, qui se charge de coordonner un peu tout ça. Voilà, sachez aussi que ce webinaire, il est enregistré et qu'il sera mis en ligne d'ici la semaine prochaine. Alors, pour commencer, la biodiversité en Provence-Alpes-Côte d'Azur, notre région, c'est plus de 31 000 km², 46 000 km de cours d'eau, 900 km de littoral. Une région avec une grande diversité en habitats, que ces habitats soient terrestres, aquatiques ou marins. On a notamment plus de 3 700 zones humides qui sont connues en 2021. Et puis, notre région, c'est aussi beaucoup d'espèces différentes, que ces espèces soient animales ou végétales, qui y vivent. On a une grande richesse en espèces sur notre territoire. Regardez les chiffres à l'écran. On a 94% des espèces de chauves-souris de France métropolitaine qui sont présentes sur notre territoire, ou encore 85% des espèces d'oiseaux nicheurs. Alors, parmi ces espèces, certaines sont communes, d'autres plus rares, certaines sont protégées, d'autres menacées. Et puis, on a aussi des espèces endémiques, des espèces dont la répartition est extrêmement restreinte à l'échelle de notre planète, et des espèces qu'on va trouver donc uniquement sur notre territoire régional. Donc ça, c'est notre trésor. C'est un concentré exceptionnel de biodiversité en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Malheureusement, ce patrimoine naturel exceptionnel, il est mis à mal par nos activités, par les activités humaines qui vont exercer 5 grands types de pression, en particulier la consommation des habitats, la perte des habitats. On a plus de 17 000 hectares d'espaces naturels, agricoles et forestiers qui ont été consommés dans notre région entre 2009 et 2021, avec une consommation d'espace qui se concentre particulièrement sur la partie la plus méditerranéenne du territoire régional, là où on a là où la population régionale se concentre. Donc, une grosse pression sur les habitats sur cette partie du territoire régional. Et puis, le dommage collatéral de la consommation des espaces, c'est la fragmentation physique des espaces naturels par une zone de bâti ou une infrastructure de transport. Et elle est aussi dommageable au cycle de vie des espèces. Elle va impacter leur déplacement pour se reproduire, se nourrir. Elle va également
cloisonner et isoler les populations d'espèces entre elles, avec des espaces naturels qui sont le plus morcelés sur la partie ouest du Vaucluse, le nord des Bouches-du-Rhône, le long de l'autoroute A8 ou encore le long de la vallée de la Durance jusqu'à Gap, également le long du littoral varois ou des Alpes-Maritimes. Notre territoire régional, il est impacté aussi par les invasions biologiques. On a 143 espèces végétales qui sont définies comme envahissantes en 2020, des espèces qui vont concurrencer les espèces de la flore locale, qui vont impacter aussi les écosystèmes. On a aussi des espèces animales exotiques envahissantes, vous en connaissez certaines, hein, tortues de Floride ou écrevisses de Louisiane. Alors, il y a une stratégie régionale à ce sujet qui est en cours et on pourra prochainement vous donner des informations plus chiffrées. On a également 62% des cours d'eau régionaux qui sont bons ou en très bon état écologique, 48% des eaux côtières en bon état écologique, donc une stabilisation de l'état des cours d'eau. Néanmoins, les efforts sont à poursuivre hein, sur certains, en particulier les cours d'eau côtiers ou encore les cours d'eau de la plaine de Vaucluse, avec des concentrations en polluants qui tendent à diminuer, mais qui restent encore importantes, avec aussi des micropolluants émergents, comme des résidus de produits pharmaceutiques qui vont impacter la vie aquatique, en particulier la reproduction des poissons ou des amphibiens. Ensuite, concernant la surexploitation des ressources naturelles, l'exemple à l'écran des populations de poissons pêchés en Méditerranée, où on a au moins 2 espèces qui sont surexploitées. Ce sont le rouget et le merlu. Et en fait, pour beaucoup d'autres espèces, eh bien, leur état est inconnu. On n'a pas pu l'évaluer, donc potentiellement, ce sont aussi des espèces qui peuvent être surexploitées. Et enfin, une dernière pression, c'est le changement climatique hein, qui a lieu aussi en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On n'échappe pas à la règle, où les suivis météo en région montrent un signal très net avec une hausse des températures régionales depuis 35 années, avec un signal bien marqué sur une hausse des températures estivales. Et puis, le dernier rapport du GIEC hein, a montré dans ses projections que le réchauffement en zone méditerranéenne, dont notre région fait partie, hein, eh bien, il sera bien supérieur à la moyenne planétaire, avec également une augmentation de l'intensité et de la fréquence des sécheresses. Voilà, on commence de plus en plus à le toucher du doigt. Donc tout ça, bien sûr, toutes ces pressions, elles vont se cumuler entre elles et elles vont impacter les espèces et les habitats. Donc pour enrayer le déclin de la biodiversité, il y a différentes réponses qui ont été mises en œuvre, en particulier les aires protégées. Donc, question aires protégées, on est plutôt bien doté hein, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec un panorama riche et diversifié, 59% du territoire terrestre en aires protégées, dont 6,7% en aires protégées fortes. Ça va être par exemple des cœurs de parcs nationaux ou encore des réserves naturelles régionales ou nationales. Concernant les milieux aquatiques, les cours d'eau, on a 11 schémas d'aménagement et de gestion des eaux et 25 contrats de milieu en 2021. Donc des outils aussi qui permettent de préserver les milieux aquatiques et les zones humides, avec par exemple des actions de restauration de zones humides ou de ripiscides. Ensuite, le territoire régional, il est concerné par 30 plans d'action, plans nationaux d'action ou leur déclinaison régionale en faveur d'espèces menacées. C'est le cas, par exemple, pour la tortue d'Hermann, l'apron du Rhône ou encore l'aigle de Bonny. Voilà très brièvement pour ce panorama synthétique sur la biodiversité régionale. Après, comment nous est venu ce calcul de l'indice région vivante? En fait, c'est dans le cadre de l'Observatoire régional de la biodiversité. Alors, l'Observatoire, brièvement, c'est un dispositif partenarial qui est copiloté par la région Sud, l'Adréalpaca, la direction interrégionale de l'OFB et par la RBE, qui est aussi chargée de l'animer et de le mettre en œuvre. Eh bien, dans le pool des indicateurs de l'Observatoire, on cherchait à se doter d'un indice de synthèse qui puisse un peu suivre l'état global, l'état général de la biodiversité en région, d'où la déclinaison de cet indice planétaire, l'indice planète vivante, à l'échelle régionale pour créer l'indice région vivante. Ça, on ne l'a pas fait tout seul, puisqu'on a ce partenariat avec la Tour du Valat, qui connaît bien la méthodologie de cet indice. Et on a d'ailleurs ensemble procédé à un premier calcul. On avait diffusé les résultats en 2017 ou en 2018. Depuis lors, cet indice région vivante, il est intégré dans la liste des indicateurs du SRADET
elle fait partie également du plan climat de la région Sud. Gardons une COP d'avance. Voilà, je te cède maintenant la parole, Thomas, pour poursuivre sur le reste de la présentation. Merci Corinne. Bonjour à toutes et tous. Alors, je vais partager mon écran. Je pense que vous voyez bien en plein écran ma diapositive. C'est bon, Thomas. Merci. Oui, donc comme l'a dit Corinne, ce qu'on a réalisé en région Sud-PACA, c'est une déclinaison d'un indicateur qui s'appelle l'indice Planète Vivante, qui est un indicateur dont vous avez sans doute entendu parler, peut-être pas sous son petit nom, mais en tout cas sur certains de ses résultats, parce qu'il fait l'objet notamment de rapports qui sont publiés par le WWF tous les 2 ans au niveau planétaire, et qui donc, ces rapports sont centrés sur cet indicateur. Cet indicateur se veut une mesure de l'état de la biodiversité mondiale qui est basée sur les tendances de population de vertébrés. Donc, ce sont uniquement les mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens et poissons qui sont suivis dans ce cas-là. On pourra expliquer pourquoi lors des questions, notamment. Il y a un état de référence au niveau mondial qui est défini à l'année 1970. Et à partir de cette année-là, dont la valeur est fixée à 1, on peut définir si la biodiversité, son abondance générale, est à l'augmentation ou à la diminution. Vous voyez qu'au niveau mondial, le déclin est très net, de moins 69% en 2021, comparé à 1970. Alors, pourquoi la Tour du Vala dans cette histoire? Parce que tout simplement, nous avons été parmi les premiers à vouloir utiliser cet indicateur à une échelle régionale. Donc, on l'a tout d'abord utilisé à l'échelle du bassin méditerranéen, donc des 28 pays, enfin des 27-28 pays qui ceinturent le bassin méditerranéen, pour documenter l'état de la biodiversité des zones humides, puisque nous animons un observatoire à cette échelle-là. Donc, on a un certain recul de près 15 ans sur cet indicateur, et ce qui nous a permis en fait de pouvoir répondre à la demande de l'Observatoire régional de la biodiversité pour essayer de produire cet indicateur à une échelle encore plus restreinte, qui est celle de la région Sud-PACA. Alors, pour vous donner juste assez rapidement des éléments sur comment est calculé cet indice pour qu'on puisse tous partir sur la même base de connaissances, il faut donc comprendre qu'on utilise une donnée de base qui est un dénombrement réalisé sur plusieurs années d'une espèce sur un lieu donné. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, uniquement d'espèces de vertébrés. Ce dénombrement, il doit avoir été répété au moins 2 fois. Si on a plus d'années qui sont renseignées, évidemment, c'est mieux pour le travail de modélisation. Et il faut aussi préciser qu'on n'inclut pas d'espèces non indigènes de la région. Ce qu'on veut, c'est uniquement des espèces qui sont présentes naturellement dans la région. Alors, la façon de calculer cet indicateur se fait en 2 étapes. Tout d'abord, on a une tendance qui est calculée par espèce. Donc, si par exemple, vous avez une espèce en particulier pour laquelle vous avez plusieurs suivis disponibles, par exemple, mettons le cerf élaphe qui serait suivi dans les Bouches-du-Rhône et qui serait suivi également dans les Alpes-Maritimes, on va combiner ces 2 tendances pour avoir une seule tendance pour cette espèce. Ensuite, ce que vous observez, l'indicateur que vous voyez sur la droite, c'est la moyenne de toutes les tendances de chacune des espèces. Donc en vérité, toutes les espèces ont le même poids, ce qui permet en fait de ne pas avoir une surreprésentation des espèces abondantes par rapport aux espèces rares. Ici, toutes les espèces ont le même poids. C'est la philosophie assez classique des indicateurs qu'on appelle multispécifiques, tels qu'ils sont produits par exemple sur les oiseaux communs, produits par le Muséum national d'histoire naturelle, notamment et par Viginature. Bon, voilà, si vous avez des questions, on pourra revenir dessus, sur ces questions méthodologiques. Sinon, on va passer à la description du jeu de données. Donc, c'était quand même un certain défi de savoir si un indicateur pouvait être réalisé à une échelle géographique aussi restreinte, mine de rien, que la région Sud-PACA. Alors, on savait que ce défi était réalisable puisqu'en 2017, nous l'avions déjà réalisé. Donc, la bonne nouvelle, c'est que pour la seconde édition, on a encore obtenu davantage de données, puisque donc aujourd'hui, nous avons un jeu de données qui comprend 325 espèces de vertébrés. Vous voyez ici à droite, en fonction des classes, le nombre d'espèces que ça représente. Ce qui veut dire que selon les groupes, on a en fait une représentativité qui peut être très bonne, puisque par exemple chez les oiseaux, on a 41% des espèces d'oiseaux qui sont documentées dans notre base de données.
un tiers des espèces mammifères. Bon, le chiffre est plus faible, par exemple, si on va sur les poissons. Donc, pour ces 325 espèces, on a recueilli des données pour 1181 populations, ce qui veut dire qu'en moyenne, une espèce était représentée par 3 à 4 suivis. Alors évidemment, toutes ces données, elles ont pu être recueillies grâce à la participation des nombreux fournisseurs de données. Hein. Donc vous avez ici les logos des structures qui nous ont fourni des données, avec bien sûr le secteur associatif qui est très bien représenté, également l'OFB, les parcs naturels régionaux, les parcs nationaux, différentes réserves nationales. Voilà, merci à tous ces gestionnaires et ces organisateurs de suivi qui nous ont permis d'alimenter cet indice. Alors, donc voici les résultats en quelques diapositives. Donc ici, vous avez l'indicateur qui comprend toutes les données que nous avons pu collecter. Donc, pour bien le comprendre, donc, nous l'avons fait démarrer en l'an 2001 pour une question de quantité de données disponibles. Vous voyez que l'indice entre 2000 et 2021, année à laquelle il s'arrête, est relativement stable. Ce que vous devez lire, en fait, c'est à la fois la courbe qui est en gras, qui est donc la courbe de l'indice, mais également la couleur qui est plus pâle, qui représente en fait les intervalles de confiance à 95% et qui donc donne une idée sur la significativité de la tendance obtenue. Donc ici, on a une tendance qui est stable de manière à peu près certaine. Cependant, cette stabilité, elle cache des dynamiques qui sont différentes. Et lorsque l'on regarde espèce par espèce, quelles sont les tendances, on s'aperçoit qu'on a à peu près autant d'espèces qui sont en augmentation que d'espèces qui sont en déclin. Donc ceci nous amène à dire que cette tendance stable ne peut pas être juste prise comme telle. Il faut pouvoir réaliser des analyses supplémentaires pour un peu mieux la documenter et comprendre quelles sont en fait les dynamiques qui amènent à cette stabilité, puisqu'apparemment on a à la fois les espèces qui augmentent et à la fois les espèces qui déclinent. Donc c'est ce qu'on a réalisé, au moins en tout cas sur certains paramètres, notamment sur des critères d'habitat et de géographie, en réalisant des analyses donc par habitat et par secteur géographique. Alors, en ce qui concerne les habitats, on a rattaché l'ensemble des espèces, lorsque c'était possible, à un habitat, un écosystème. Donc, on a pris les grands ensembles d'écosystèmes, bien sûr, hein, qui sont les cours d'eau, les zones humides, les forêts, les milieux agricoles et le milieu marin. Alors, en ce qui concerne les cours d'eau et les zones humides, vous vous apercevez qu'on peut conclure à une certaine forme de stabilité. En tout cas, c'est le cas pour les zones humides. En ce qui concerne les cours d'eau, on a une tendance qui est plutôt oscillante, avec des intervalles de confiance qui sont beaucoup plus larges. Alors, cette tendance, disons, plutôt stable, peut être mise en relation avec notamment les efforts de protection qui ont été importants, notamment sur les zones humides, avec beaucoup de ces zones humides qui bénéficient aujourd'hui de l'Institut de protection. Également, d'importants efforts de réduction de pression, notamment sur les cours d'eau, hein, que ce soit en ce qui concerne leur état écologique, comme l'a rappelé Corinne en introduction, ou par la suppression de certains obstacles à la migration, notamment pour les poissons qui pouvaient exister sur les cours d'eau, qui existent encore, bien sûr, mais certains ont été enlevés. Néanmoins, ce constat peut quand même être nuancé, tout simplement parce que quand on regarde de plus près les tendances de chacune des espèces qui composent ces indices, on a bien entendu des espèces qui augmentent et aussi des espèces qui diminuent. Alors, par exemple, on vous a fourni quelques exemples d'espèces qui ont des tendances qui sont opposées dans ce cadre-là. Et pour n'en citer que deux, on a ici en haut à droite cet oiseau qui est la spatule blanche, qui est une espèce qui bénéficie d'une dynamique tout à fait positive, que ce soit en Europe, mais aussi en région PACA, avec l'installation d'importants effectifs toujours croissants en Camargue, donc notamment une espèce qui niche sur les lagunes côtières et qui va s'alimenter sur les marées d'eau douce. Par contre, on a des tendances négatives observées chez d'autres espèces, comme c'est le cas chez le Pelobate cutripède, donc un crapaud, qui est surtout lié aux mares temporaires, un habitat qui est à la fois en régression par défaut de protection
et aussi qui accusent des problèmes d'inondation dus aux sécheresses estivales de plus en plus longues, enfin sécheresses hivernales et estivales d'ailleurs, de plus en plus longues et de plus en plus fréquentes ces dernières années. Alors, si on passe à un autre type d'écosystème que sont les milieux forestiers et les milieux agricoles, alors dans le cas des milieux forestiers, on observe une augmentation significative, en tout cas pour les espèces pour lesquelles on a obtenu des données, tandis que pour les milieux agricoles, on a une tendance à la diminution qui est quasi significative. Alors, cette tendance opposée s'explique assez bien lorsqu'on regarde d'autres variables. Si on regarde par exemple la surface de ces différents milieux en région Sud-PACA, on s'aperçoit que dans le cas des habitats forestiers, la forêt progresse, ce qui peut expliquer la dynamique positive des espèces qui y sont liées. En revanche, la surface des milieux agricoles est plutôt à la diminution, parce que justement, consommée pour le logement ou des infrastructures économiques et de transport. Il faut aussi noter que dans les cas des habitats agricoles, la région est aussi concernée, comme ailleurs, par la modification des pratiques et des activités qui tendent vers l'intensification, qui rendent donc ces milieux moins favorables à la biodiversité. Enfin, il faut quand même noter que ces milieux-là, malgré l'importance qu'ils représentent en termes de surface dans la région, bénéficient de relativement peu de suivi faunistique, ce qui explique qu'on a des jeux de données qui sont relativement faibles. Et donc, les tendances restent malgré tout à confirmer avec davantage de données, notamment dans le cas des milieux agricoles, où vous voyez que les intervalles de confiance restent quand même assez larges. Deux exemples d'espèces qui illustrent cette tendance opposée. Vous avez en haut à droite le pouillot de Bonelli, qui est donc une espèce de passereau qui est en pleine progression en région PACA. Les suivis menés par le CENPACA, coordonnés par le CENPACA à travers l'indice stock le montrent. C'est une espèce qui est assez plus exigeante sur l'âge du peuplement et qui donc peut coloniser de nombreux types de boisements. Et puis, en bas à gauche, vous avez la chevêche d'Athéna, donc une petite chouette qui est en plein déclin, espèce typique des milieux agricoles dans notre région, qui bien sûr n'apprécie pas l'intensification des pratiques et la diminution des gros insectes, ni la rénovation du vieux bâti, qui dans certains cas ne lui laisse plus la place de se reproduire. Enfin, je vous présente le résultat sur le milieu marin, où on a un déclin qui est net, significatif sur la période la plus récente, même s'il faut bien admettre que le jeu de données, bien qu'on ait obtenu des données pour 58 espèces, reste peut-être pas suffisamment représentatif, puisqu'évidemment le milieu marin est beaucoup plus riche que ça. Néanmoins, cette tendance est assez inquiétante et pourrait résulter de la multiplicité des pressions qui existent sur ces écosystèmes marins, pollution, surfréquentation, etc. Il faut noter, et on l'a observé d'ailleurs dans le jeu de données qui nous a été communiqué, que pourtant des actions de conservation et de gestion, lorsqu'elles sont menées au sein d'aires marines protégées à statut de protection fort, aboutissent à des résultats qui sont vraiment notables, avec un effet réserve qui peut être observé. Vous avez ici 4 espèces de poissons, comme le rouget ou le mérou, qui présentent des abondances bien supérieures dans ces réserves sans prélèvement, par exemple, que hors réserve. Voilà, je crois que je te passe la parole, Corinne, pour continuer sur les écosystèmes. C'est ça. Je vais repartager mon écran. Oui. Voilà, je me mets en plein écran. Normalement, vous devriez tout voir. Voilà. C'est parfait. Alors, une deuxième façon de voir les choses, justement, c'est au travers d'une approche géographique. Cette fois-ci, on va regarder la localisation des suivis, ce qui nous a permis de construire un certain nombre d'indices par entité géographique ou secteur géographique. Donc là, vous avez ces indices à l'écran. Donc, un indice pour le secteur massif alpin, un autre pour les collines provençales, un troisième pour les étangs et marais littoraux qui va regrouper les grands ensembles humides du littoral, et enfin un dernier indice sur la région littorale. Donc on va commencer, on part en altitude, on commence par l'indice région massifs alpins. Donc dans cet indice, on a des suivis qui sont menés dans les écrins, le Mercantour, le Queyras, le Verdon,
le Mont Ventoux, la montagne de Lure et les Baronnies, donc des suivis menés sur les Alpes et les Préalpes, donc où on a une tendance qui semble à l'augmentation, hein, qui est quasi significative. Dans ce jeu de données, on a beaucoup de suivis qui sont menés au sein d'aires protégées et qui concernent notamment des espèces emblématiques comme le bouquetin, le chamois ou encore des grands rapaces type aigle royal ou gypaète barbu. Et ces espèces emblématiques, elles ont bénéficié d'une attention particulière avec des opérations de repeuplement, des mesures, des actions de gestion qui ont eu un impact positif et qui ont permis d'augmenter les effectifs de ces espèces. C'est ce que traduit cette tendance plutôt positive. Néanmoins, elle masque quand même le déclin d'autres espèces, en particulier des espèces de galliformes de montagne. Vous avez l'exemple de la perdrix bartavel à l'écran, mais aussi des espèces d'oiseaux prairiaux dans le Queyras, par exemple, ou encore des espèces d'amphibiens comme le sonneur à ventre jaune. Donc sur ce vaste secteur massifs alpins, on a une consommation d'espace qui est quand même moins prégnante qu'en plaine, et on a une pression majeure qui est le changement climatique, la hausse des températures sur des espèces qui aiment le froid, à affinité froide. Donc ça accentue vraiment ces espèces et les rend plus vulnérables. Il y a la fréquentation aussi sur certains sites qui peut impacter certaines espèces, notamment des galliformes en termes de dérangement. Et puis tous les aspects fragmentation liés aux aménagements en montagne qui peuvent aussi perturber le cycle de vie de ces espèces. Autre indice, cette fois-ci, on est dans les collines provençales ou les massifs provençaux. Là, on est avec des suivis menés dans les Alpilles, le Luberon, la Sainte-Baume, la Sainte-Victoire. Donc, pas mal de suivis sur des territoires de parcs naturels régionaux et également un grand site. Là, on a une tendance qui semble plutôt à l'augmentation également. On est sur des espaces aussi relativement préservés, attractifs pour la faune, avec des mosaïques de milieux, des piémonts agricoles, des zones forestières, des milieux ouverts, des crêtes, des falaises, des espaces refuges pour la faune, avec par exemple l'augmentation des effectifs de Reliés d'Europe, avec aussi des actions pour favoriser sa nidification, augmentation également des effectifs d'aigues de Bonnelie. Mais ce sont aussi des espaces qui sont très attractifs pour nous, hein, qui sont très fréquentés, d'autant que certains d'entre eux sont à proximité de grandes métropoles régionales. Voilà, il y a aussi des activités de pleine nature, hein, sur ces secteurs. Et il y a une problématique, hein, sur certains sites liée à la fréquentation, à leur forte fréquentation, qui est impactante en termes de dérangement sur ces espèces, en termes d'érosion des milieux aussi, et qui peut aussi potentiellement accentuer le risque incendie sur ces secteurs. Autre indice, cette fois, on est sur les grands l'indice étangs et marais littoraux. Là, on est sur les grands ensembles humides en Camargue, étang de Berre, Salindière. Là, on a une tendance plutôt à la stabilité, voire un léger déclin. On a beaucoup d'espèces dans cette analyse. Beaucoup aussi alors, ces grands ensembles, ils bénéficient pour la plupart de mesures de protection, hein, de réserves naturelles, sites du Conservatoire du littoral. On a beaucoup d'espèces d'oiseaux d'eau dans cette analyse. Et donc, la préservation de ces grands ensembles humides est favorable à ces espèces d'oiseaux d'eau dont les effectifs augmentent. Vous avez l'exemple de la grande aigrette et aussi de la sternène au milieu. Une espèce qui a bénéficié aussi d'opérations d'actions de préservation et de gestion pour favoriser aussi sa nidification. Néanmoins, ces grands ensembles humides, ils sont particulièrement sensibles aux pollutions, hein, liées aux activités humaines, pollution au niveau des bassins versants, et puis elles sont extrêmement vulnérables aux impacts du changement climatique.
les sécheresses à répétition notamment, hein, qui vont impacter les espèces d'oiseaux des roselières. Vous avez l'exemple du héron pourpré à l'écran, mais aussi des espèces d'amphibiens des mares temporaires. Enfin, dernier indice sur la région littorale. Alors là, on a des suivis, les suivis marins, mais aussi des suivis terrestres menés sur les falaises côtières, les îles et îlots. Donc, beaucoup de suivis sur la partie terrestre issus d'aires protégées, parc national, site du conservatoire du littoral, ce qui permet sans doute d'augmenter, voilà, d'avoir une tendance plutôt stable, encore qu'on a quand même de gros intervalles de confiance, mais avec des espèces dont les effectifs augmentent, notamment des oiseaux rupestres ou des chauves-souris également. Cette tendance à la stabilité, elle est plutôt valable sur le littoral protégé du littoral régional, parce qu'en dehors, en fait, on manque de données hors des espaces protégés pour produire une tendance qui soit vraiment représentative de l'ensemble du littoral régional. Et on suppute hein, qu'on aurait une tendance peut-être moins optimiste puisque voilà, selon les secteurs, on a un littoral qui est vraiment sous pression, fortement urbanisé, artificialisé, avec des espaces naturels fragmentés, morcelés, beaucoup d'aménagements et aussi beaucoup de fréquentation sur certains espaces. Après, une dernière série d'analyses, jusqu'à présent, grâce aux indices habitat et secteurs géographiques, on a eu des informations sur l'état des espèces en région, mais on peut aussi avoir d'autres informations, en particulier sur l'impact des réponses apportées pour enrayer le déclin des espèces. Donc, on a fait 3 séries d'analyses et c'est ce que va vous présenter à nouveau Thomas. Merci Corinne. Je te laisserai défiler du coup les diapositives pour moi. Bon. Du coup, oui, on a réalisé 3 types d'analyses, notamment la première sur le statut de protection au niveau national qui pourrait être accordé aux espèces. Une seconde sur le niveau de protection qui est accordé au niveau européen. Et une dernière sur l'existence ou non de plans d'action nationaux ou régionaux. Alors, on va commencer par le statut de protection nationale. Donc là, ça répond tout simplement à la question quelle est la tendance pour les espèces qui sont dites protégées et la tendance pour les espèces non protégées. On s'aperçoit déjà avec ce type d'analyse-là qu'on a des tendances qui sont différentes avec donc une augmentation en moyenne pour les espèces protégées et une diminution en moyenne pour les espèces non protégées. Néanmoins, ce qu'il faut comprendre, c'est que le statut de protection peut inclure des niveaux de protection qui sont très variables d'une espèce à l'autre. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas voulu s'arrêter à ce type d'analyse-là et on a voulu aller un cran plus loin, notamment en regardant le statut en fonction des directives européennes, notamment ce qu'on appelle les directives nature, la directive oiseaux et la directive habitat faune flore. Ces directives vous le savez sans doute, mais elles dressent en fait différents annexes, donc avec des espèces qui sont soit hors annexe et qui ne bénéficient donc d'aucun statut réglementaire de protection, et puis des annexes qui définissent notamment des espèces qui vont bénéficier de mise en protection de leur habitat, à travers notamment l'établissement de zones de protection spéciale ou de zones spéciales de conservation. Ce sont donc les espèces de l'annexe 1 de la directive oiseaux dans le cas des oiseaux, et les espèces de l'annexe 2 de la directive habitat faune flore pour les autres espèces. Et là, on voit des tendances qui sont vraiment très opposées entre ces deux catégories d'espèces, avec une forte augmentation en moyenne pour les espèces qui sont donc dans ces annexes qui obligent quelque part à désigner des habitats protégés, et un déclin pour les espèces qui sont complètement hors annexe. Donc, on a un élément ici qui nous indique que peut-être, probablement, la protection des espèces, lorsqu'elle implique la protection de leur habitat, est bénéfique. Pour voir si cette hypothèse tenait la route, on a réalisé une analyse supplémentaire qui est donc les espèces pour lesquelles on a un plan d'action national ou régional qui a été mis en place. Alors, ça concerne évidemment beaucoup moins d'espèces, hein, seulement 37 sur les 325
pour lesquelles on a recueilli les données. Donc, ces espèces-là ont bénéficié en fait d'une véritable stratégie de conservation avec, en général, des actions de conservation quand même qui ont accompagné ces plans d'action spécifiques. Donc, c'est le cas, par exemple, de l'aigle de Bonelli, qui est une espèce qui a bénéficié de plusieurs plans d'action successifs. Et on voit qu'en moyenne, ces espèces qui ont bénéficié d'un plan d'action sont en forte augmentation, tandis que l'ensemble des autres espèces présentent une tendance au léger déclin ou stable, puisque c'est l'ensemble des autres espèces qu'on a vu au début. En gros, c'est l'indice planète vivante qu'on vous a montré au tout début de l'exposé. Donc là, on a quand même un résultat qui nous indique encore assez clairement que les actions de conservation ont des impacts positifs sur les espèces menacées. En moyenne. Alors après, je crois que c'est toi qui fais la synthèse, Corinne. Je te laisse la parole. C'est à moi, Thomas. Merci. Donc, en synthèse, ce que nos résultats, ils montrent une tendance moyenne d'évolution stable des populations de vertébrés suivies en région. Mais cette tendance générale, on a besoin de la décliner en fait pour mieux la comprendre. Et on voit qu'elle est issue de situations contrastées. C'est ce qu'on vous a montré avec Thomas au travers des indices habitat et des indices secteurs géographiques, où on a des tendances plutôt à la baisse au niveau des écosystèmes marins et agricoles, des tendances plutôt à l'augmentation au sein des massifs alpins, des collines provençales, au sein des écosystèmes forestiers, et une forme de stabilisation à l'échelle des milieux aquatiques, des cours d'eau et des zones humides. Sachant que certaines de ces tendances sont à confirmer, hein, Thomas l'a évoqué, notamment sur les écosystèmes forestiers ou agricoles, par plus de suivi, parce que voilà, notre jeu de données était peut-être un peu trop restreint ou pas représentatif. Encore faut-il qu'il y ait des suivis mis en place pour qu'on puisse aussi recueillir des données sur ces écosystèmes. Et puis, ces tendances aussi, elles sont à nuancer. On l'a vu, par exemple, sur l'indice milieu marin, que la tendance globale au déclin surpassait en fait les résultats positifs en fait, au sein des aires marines protégées. On l'a vu également au niveau des milieux alpins. Et puis, ce qu'on souhaitait vous dire également avec Thomas, c'est que nos résultats, ils sont peut-être un petit peu trop optimistes, car en fait, dans notre jeu de données, on a quand même pas mal de suivis qui sont issus d'aires protégées. Une aire protégée, c'est un espace géographique défini, reconnu, géré, dans une perspective de conservation de la nature sur le long terme. Donc, ce qui nous fait quand même dire que l'état général est potentiellement moins bon. Ensuite, nos résultats, ils ont quand même montré des impacts positifs, hein, c'est ce que vous a montré Thomas juste avant. Et on se rend compte que voilà, plus des espèces vont concentrer des efforts en termes de réglementation, de protection des habitats, d'action et de mesures de gestion, et bien plus les efforts sont payants et aboutissent à une augmentation des effectifs de l'espèce. Après, ça prend du temps. Voilà, la conservation d'une espèce, le rétablissement des effectifs, ça se fait aussi sur le temps un peu long, sur le moyen terme. Et donc, ces solutions, elles sont efficaces, elles sont à poursuivre, à maintenir. Et puis, elles sont peut-être aussi à étendre à d'autres espèces qui ne bénéficient pas vraiment d'attention, des espèces de notre quotidien, et puis qui finalement sont de moins en moins abondantes. Ensuite, avec Thomas, on a souvent parlé d'habitat. Parfois, moi, je disais le terme de milieu. Mais il y a un réel enjeu aussi à préserver nos habitats. Alors, à l'échelle régionale, hein, dans le cadre de la déclinaison de la stratégie nationale des aires protégées, il y a une volonté des volontés à étendre ce réseau des aires protégées en région. Mais c'est aussi préserver les habitats dans nos villes, dans nos villages, dans le cadre de la planification sur le territoire, préserver les habitats en surface, hein, en nombre d'hectares, en quantité, mais aussi en qualité.
avec notamment, par exemple, en limitant les contaminants, les intrants, pour avoir quand même des habitats qui soient fonctionnels et accueillants pour les espèces. Ensuite, pour finir, donc tous ces résultats, vous les retrouverez dans la brochure de présentation dédiée. C'est un document de 24 pages. On va le diffuser à la rentrée de septembre. Voilà, il y aura un communiqué de presse, il y aura une version papier, une version numérique également qui sera disponible. Et voilà pour cette brève présentation. Je regarde le temps. Je pense il nous reste du temps pour pouvoir répondre à vos questions. Merci pour votre attention. Et voilà, Pauline, si tu peux un peu nous préciser, à Thomas et moi. Je vais couper mon son, pardon. Oui, donc plusieurs questions. La première, il y en a une qui demande comment prendre en compte les variations dans les années 2000. Ne risque-t-on pas de partir sur une référence qui en réalité reflète une situation qui est déjà dégradée? Je peux en tout cas commencer à répondre. Merci pour cette question, et c'est une très bonne question. L'état de référence, c'est vraiment très important quand on calcule des tendances. Et oui, c'est vrai que dans ce cas-là, en l'an 2000, on peut supposer qu'on était dans un état de biodiversité qui était déjà passablement dégradé, parce que notamment les pressions d'origine anthropique sont à l'œuvre depuis bien plus longtemps, qu'elles se sont, on le sait, beaucoup accentuées dans le cas de la France et de la région méditerranéenne de la France après-guerre, notamment entre les années 50 et 1980, quand on a eu une consommation d'espace qui était maximale, et notamment un changement de l'agriculture, du modèle agricole. Donc oui, en 2000, on part sur un état qui est déjà potentiellement non satisfaisant. Et peut-être qu'on pourrait se dire que l'objectif serait en effet d'avoir une tendance à l'augmentation plutôt qu'à la stabilité, et que la stabilité en soi n'est déjà pas un résultat forcément très satisfaisant d'un point de vue écologique. Alors, une autre question, c'est est-ce qu'il y a une volonté de suivre quelques espèces sur les espaces urbains, donc de prendre en compte la nature en ville? Alors, il y a quand même des suivis. Dans le cadre du suivi temporel des oiseaux communs, il me semble que il y a des indices sur les milieux Bâti. sur les milieux bâtis. Hein, voilà, il y a Ouais. des espèces inféodées aux milieux bâtis. Donc, tout un chacun peut s'investir dans le cadre de suivi, suivi dans le suivi des oiseaux, dans le suivi temporel des oiseaux communs. Après, est-ce qu'il y a d'autres programmes de sciences participatives? Dans les jardins, il y a des suivis. Il y a les suivis, ouais. Ouais. Papillons, escargots. Oui, oui, il existe différents types de suivis. Alors, tous ne sont pas intégrables dans cet indicateur-là, hein, par contre. C'est vrai que nous, on était limité puisque donc, beaucoup, on peut regarder que les vertébrés, notamment pour les questions de modélisation de la démographie des populations. Donc c'est vrai qu'il y a quelques oiseaux liés au milieu bâti qui sont peu nombreux, ce qui ne permet pas de conclure à un indice milieu bâti de manière fiable. En tout cas, pas dans le jeu de données sur lequel qu'on a recueilli. Néanmoins, toutes les espèces de mémoire qui étaient liées au milieu bâti, martinet noir, hirondelle rustique, sont en déclin assez fort en région. Ce qui peut quand même déjà nous laisser supposer qu'il y a une dégradation des conditions écologiques pour ces espèces-là, liées peut-être aux nouveaux bâtis, etc. Après, il y a des enquêtes hirondelles ou martinets qui peuvent être mises en place hein, voilà, dans les villes, dans les villages. Voilà, il me semble que la LPO peut accompagner aussi les collectivités sur ces aspects-là, avec voilà, des passages chaque année pour comptabiliser. Il me semble que ce sont les nids d'hirondelles. Par contre, ça, c'est des suivis, des suivis sous réserve qu'ils soient réitérés de la même façon, avec la même pression d'observation, qui pourraient aussi nous alimenter
dans une nouvelle mise à jour de l'indice région vivante. Alors, une autre question au niveau de la méthode. Est-ce que la pression d'inventaire, elle a évolué dans le temps? Et est-ce que ça a été, on en a tenu compte dans le calcul de l'IRV? Oui, donc du coup, on avait en fait déjà réalisé cet exercice de manière, on avait discuté pleinement avec les fournisseurs de données lors de la première édition de l'indice région vivante. Et en effet, on a des suivis qui sont bien plus anciens, hein, qui ont démarré déjà dès les années 70, même dès les années 50, hein, puisque les flamants roses commençaient à être comptés à cette époque-là en Camargue, par exemple. Néanmoins, justement, du coup, on a commencé l'indice à une époque où on avait un nombre de programmes de suivi qui n'évoluait pas trop dans le temps. Donc, on a tenu compte de ça. Si on avait démarré l'indice plus tôt que l'an 2000, on aurait eu ce biais qui aurait affecté l'état de référence. Donc, c'est pour ça qu'on s'est limité à la période 2000-2021. Alors, je cherche d'autres questions. Alors, il y a plusieurs questions. Donc, est-ce que la localisation des suivis pour une espèce donnée permet de bien représenter ce qui se passe en termes de tendance à l'échelle régionale pour cette espèce, hors indice littoral? Voilà. Alors, très bonne question. Ça dépend vraiment des espèces. Il faut être honnête avec les données et transparent avec les données qu'on obtient. Il y a certaines espèces pour lesquelles, je pense, on a l'essentiel de l'effectif régional qui est renseigné, parce que soit elles sont localisées à un espace donné, soit parce qu'elles sont suivies à l'échelle de l'ensemble de la région, que ce soit d'un point de vue exhaustif, que ce soit d'un point de vue avec un protocole d'échantillonnage, comme dans le cas du programme Stock, par exemple, ou du suivi des poissons en rivière, où là, quand même, on a un échantillon de stations qui sont disséminées sur l'ensemble de la région, qui permettent d'avoir une certaine confiance très bonne à la tendance qui est observée. Maintenant, oui, on peut avoir, par exemple, je ne sais pas, le suivi d'un poisson marin qui ne sera réalisé que dans une réserve qui bénéficie d'un fort niveau de protection, cette espèce étant par ailleurs potentiellement répartie sur l'ensemble du littoral méditerranéen de PACA et pas suivie ailleurs. Et donc là, on aura une tendance qui sera biaisée sur la tendance obtenue dans cette réserve en particulier. Alors, il y a plusieurs questions encore. Déjà, une petite question. Est-ce que la liste des espèces ayant servi à construire cet indice est disponible? Oui, je pense que la liste est disponible. Okay. Les données brutes ne le sont pas, mais pour des raisons de confidentialité que nous avons établies avec les fournisseurs de données, mais la liste, je pense qu'elle sera disponible. La liste pourra être disponible. Est-ce que, alors une question, mais il me semble que ça a été répondu. Est-ce que l'effet protecteur de l'existence des zones protégées est-il pleinement pris en compte dans la quantification de l'indice? Est-il exprimé par l'amplitude des intervalles de confiance? Alors, il n'est pas pris en compte, dans le calcul, il n'est pas pris en compte parce qu'on n'a pas suffisamment de données hors espace protégé. C'est bien le problème, c'est pour ça que Corinne a pas mal insisté, notamment en diapo de conclusion, sur toute la précaution qu'on doit avoir sur la tendance qu'on obtient au niveau régional. On ne peut pas exclure, on est plutôt sur un indice qui montre comment se porte la biodiversité dans les espaces protégés de région PACA. J'exagère un peu parce qu'il y a quand même des suivis qui sont réalisés aussi en dehors, notamment à travers le suivi stock des oiseaux communs ou les poissons rivières. Mais sinon, on a quand même un indice qui est largement dominé par des données collectées en espace protégé. Donc, on ne pouvait pas pondérer protégé et non protégé parce qu'on n'avait pas suffisamment de données de suivi collectées hors espace protégé. Merci beaucoup. Une autre question pour savoir s'il y a des initiatives et un intérêt d'un indice départemental. Corinne, je ne sais pas si tu veux répondre. Alors, il me semble qu'il y avait une... J'ai le son qui ça résonne. Oui, pardon. Il y avait le conseil départemental des Bouches-du-Rhône qui
qui prévoyait éventuellement de calculer un indice départemental vivant. Voilà. Après, sur l'intérêt, je regarde la question en même temps. C'était quoi? L'intérêt d'un indice départemental. Après, je te laisserai compléter aussi Thomas, mais si cet indice il est en lien aussi avec la stratégie biodiversité du territoire et qui permet de suivre cette stratégie ou du moins d'amener des éléments d'information, pourquoi pas. Encore faut-il qu'il y ait sur ce territoire départemental suffisamment de suivi pour pouvoir produire aussi des analyses. Cette question, on pourrait la poser aussi à d'autres échelles de territoire, à l'échelle d'un parc naturel régional, voire à l'échelle d'une commune. L'élément de base, il faut qu'il y ait des données de suivi sur les territoires et suffisamment pour que les analyses soient assez robustes. Alors, il y a d'autres régions qui se lancent dans la construction de leur indice région vivante. La région Bourgogne-Franche-Comté, notamment. Il me semble qu'il y a des travaux aussi en région Grand Est. Et la région Normandie aussi avait commencé à étudier ça d'un petit peu plus près pour finalement peut-être passer à autre chose. Euh, voilà, parce que les invertébrés n'étaient pas englobés dans cet indice. Alors, une autre question peut-être, c'est est-ce que cet indice peut être appliqué à la flore ou au suivi d'espèces végétales protégées, comme par exemple les Posidonies? Alors, oui, théoriquement, il n'y a rien qui pourrait empêcher d'appliquer une méthodologie semblable, en tout cas, à d'autres espèces non vertébrées. Comme je vous le disais, en fait, le principal problème, au début, pourquoi l'Institut de recherche, qui est la Société zoologique de Londres, hein, qui a défini cet indicateur à la fin des années 90, s'est focalisé sur les vertébrés, c'est parce qu'elle voulait une représentation de suivi qui soit planétaire. Et donc, vous pouvez imaginer qu'il y a des régions du monde où, en fait, si on dispose déjà de suivi sur les grands mammifères, c'est déjà bien, quoi. Et, bon, donc la question peut se reposer, en effet, à des échelles comme la nôtre, où les suivis sont beaucoup plus diversifiés. Néanmoins, là, il se pose un problème sur la modélisation des paramètres démographiques d'une population. Il se trouve que chez pas mal d'espèces floristiques ou d'invertébrés, on a des fois des variations qui sont telles que les modèles qui sont sous-jacents là ne marchent pas bien. Néanmoins, je sais que ce sont des recherches qui sont en cours et je pense que très prochainement, on aura la possibilité d'inclure des données autres que vertébrées à ces indices. Merci. Alors, sur Saint-Chamas, il y a un comptage régulier de plusieurs années de nids d'hirondelles des fenêtres, qui est un comptage qui est effectué par la LPO avec participation d'habitats ou collogiens. Donc, je suppose que la question, c'est est-ce que ces données-là servent ensuite à calculer l'indice? Le pourrait totalement. Par contre, en effet, on les a pas, on n'a pas eu connaissance là, dans ce cadre-là. Une autre question, est-ce que les espèces pour lesquelles les jeux de données sont insuffisants ou les secteurs pour lesquels nous manquons de données ont été identifiés et est-ce qu'il y aura des actions pour améliorer ces connaissances? Alors, je relis la question en même temps, pardon. Alors, on a montré quand même dans les résultats que sur les écosystèmes forestiers et agricoles, on manquait globalement de données. C'est lié avec les programmes de suivi qui peuvent être mis en œuvre sur ces écosystèmes. Effectivement, il n'y en a pas non plus énormément concernant les vertébrés. Donc, on a... les données sont insuffisants. Donc oui, ils ont été identifiés. Après, les secteurs pour lesquels nous manquons de données, je pense qu'on n'a pas une vision non plus très, très précise des secteurs, puisqu'on a une approche
Voilà, plutôt ce qu'il y a dans les aires protégées et hors des aires protégées, mais précisément les secteurs, tout dépend ce qu'on entend par secteur. À une échelle très Après, large, ouais. à une échelle très large, on a quand même en effet plus de données sur les secteurs, donc dans les espaces protégés, sur les secteurs littoraux que dans les secteurs alpins, mine de rien. Même si on bénéficie, grâce aux parcs nationaux, de quand même quelques suivis intéressants qui sont menés, enfin de beaucoup de suivis intéressants qui sont menés dans ces régions-là, dans ces espaces-là. Je dirais que un peu l'espace entre deux, là, notamment le secteur collinéen ou les plaines alluviales de la Durance ou du Rhône, sont des secteurs pour lesquels on n'a pas suffisamment de données pour produire des sous-indices, qu'on vous a d'ailleurs pas présentés. Alors, une autre question qui revient quand même pas mal de fois, c'est pourquoi se limiter aux vertébrés alors qu'il y a des études entomologiques qui sont quand même assez fréquentes. Voilà. Donc, je crois que j'ai répondu, ouais, c'est surtout un aspect méthodologique plus qu'autre chose. Est-ce que ce serait possible de faire évoluer cet indice vers des habitats urbains et périurbains? Oui, mais pour ça, il faudrait obtenir davantage de suivi réalisé dans ces espaces-là. Alors, il y a encore plusieurs questions, dont une qui demande au niveau de la diffusion. Elle est prévue pour le livret. Donc, quel type quand est-ce qu'il va apparaître et quel type de public il concerne? Alors, la diffusion de la publication, elle est prévue à partir de la brochure de présentation des résultats. Elle est prévue à partir du mois de septembre. Alors, précisément, je ne peux pas vous dire si c'est début septembre ou mi-septembre. Ça sera dans ces eaux-là, peut-être fin septembre, je ne sais pas. Simplement, on est en train justement de préparer le plan de diffusion. Donc la brochure déjà, elle sera diffusée à tous les fournisseurs, hein, toutes les structures qui ont contribué à l'indice Région Vivante, hein, toutes les structures, vous avez vu leur logo. Ensuite, à tous les partenaires aussi de la RBE, le réseau régional aussi des gestionnaires d'espaces naturels protégés. Donc, on est vraiment en train de mettre en place aussi cette liste de diffusion. Ça sera aussi relayé dans le cadre de la newsletter de la RBE, la diffusion de la brochure. Donc, voilà, il y aura quand même une version numérique aussi en ligne et qui sera accessible aussi à tout un chacun. Il suffit d'avoir une connexion Internet. Voilà ce que je peux vous dire pour le moment sur la diffusion. Donc, encore plusieurs questions, peut-être une dernière ou deux. Alors, je ne sais pas si ça a été répondu, si on a répondu à cette question, mais les données issues des ABC ont-ils pu être intégrées pour compléter les données? Et est-ce qu'il ne faudrait pas inciter à les engager à faire plus de suivi régulier pour compléter donc, du coup, les données de la biodiversité, notamment pour la nature en ville? Je réponds, Thomas, ou tu veux répondre? Dans le cadre des ABC, c'est beaucoup des inventaires qui sont réalisés, il me semble, hein, pour améliorer vraiment la connaissance sur un territoire en particulier. Nous, si vous avez bien compris la méthodologie, des données espèces sur une année, en fait, sur un inventaire ponctuel, ce n'est pas ces données qui sont utilisées pour construire l'indice Région Vivante. Il faudrait en fait que les inventaires réalisés dans le cadre d'un ABC soient reproduits chaque année ou tous les 2 ans avec la même pression d'observation, le même protocole, pour que les données récoltées puissent contribuer à la construction de l'indice Région Vivante. Si j'ai bien expliqué, Thomas, ou si tu veux compléter. Je ne sais pas s'il reste encore quelques questions. Je tourne souvent la tête parce que Pauline est à côté de moi, mais je vois qu'on est voilà, il est 14h03, donc peut-être
une ou deux questions s'il en reste pour après pouvoir voilà, vous libérer pour poursuivre votre journée. Alors oui, il reste quelques questions, mais pas mal ont déjà été... voilà. Donc, peut-être une question au niveau de la biodiversité, mais au niveau génétique cette fois-ci. Est-ce qu'il y aura un jour une prise en compte de cette biodiversité génétique des espèces et est-ce qu'on en tient compte aujourd'hui? Alors, ce n'est pas le bon outil, cet indicateur pour suivre la biodiversité génétique. Je pense qu'il faudrait davantage se référer à des indicateurs de type fragmentation d'espace, etc., qui peuvent donner une idée sur l'échange possible de flux de gènes qui peut persister ou non entre les individus. Aussi l'histoire de taille efficace d'une population qui peut nous renseigner sur la santé génétique, entre guillemets, d'une population. Donc voilà, ce n'est pas le bon outil pour ça. Je pense par contre que d'autres outils peuvent servir de proxy pour mesurer ça. Un peu ceux que vous citez notamment. Alors, super. Donc là, on va passer à la dernière question. Au niveau de la base de données Silène, est-ce qu'on ne pourrait pas s'en servir comme une base de données donc, brute pour les zones de hors aire protégée? Alors, pour la construction de l'indice région vivante, on a effectivement échangé avec le SEN hein, qui administre Silène Faune. Le souci qu'on a avec Silène, c'est qu'on a des données et pour lesquelles on ne sait pas si elles sont issues d'un inventaire ponctuel ou d'un suivi protocolé. Et on a longuement échangé hein, avec la coordinatrice de Silène pour voir si on pouvait extraire des données de suivi de Silène. D'ailleurs, beaucoup de gestionnaires hein, d'espaces naturels protégés reversent leurs données dans Silène. Simplement, elles n'étaient pas dans un format qui était exploitable pour nous. Silène, c'est une plateforme d'occurrence espèce, ce n'est pas une base de données de suivi. Or, nous avons besoin de données issues de suivi. C'est pourquoi on a mis en place avec Thomas voilà, toute une méthode pour pouvoir recueillir directement les données auprès des fournisseurs, auprès des contributeurs à l'IRV, qui sont aussi des contributeurs à Silène. Mais on n'a pas directement exploité Silène. Peut-être si je peux juste compléter sur une note optimiste, en fait, on a, en effet, l'avenir sera peut-être à travers la mobilisation de données de ce type de plateforme ou d'autres, hein, de type Faune France, par exemple, hein, ce genre de plateforme-là, où en fait, on pourra mobiliser des données non protocolées pour calculer les tendances. Je sais qu'à partir d'un certain seuil de données, si un certain nombre de paramètres sont quand même remplis par l'observateur, hein, notamment renseigner la durée du temps d'observation, nombre de kilomètres parcourus, etc. Ça peut aider à calculer les tendances. C'est ce que fait par exemple le Cornell Lab aux États-Unis avec la plateforme eBird qui recueille les données d'oiseaux. Ils sont capables de calculer les tendances très fiables à l'échelle du continent américain, par exemple. Donc voilà, l'avenir sera sans doute sur la mobilisation de ces données. Merci Thomas. Je pense qu'on a balayé à peu près l'ensemble des questions. Voilà, je vous propose de clôturer ce webinaire. On a un petit peu dépassé, il est 14h08. Voilà, merci pour votre participation. Et puis, voilà, vous recevrez prochainement, la semaine prochaine, le lien, le mail vous prévenant que le replay de ce webinaire est disponible sur le site de la RBE. Merci pour votre participation. Merci à toi aussi, Thomas, à Pauline. Et je vous souhaite voilà, une bonne après-midi. À bientôt. Bonne journée.